Vous êtes peut-être en train de faire des examens médicaux qui raccourcissent votre vie au lieu de la protéger. Oui, vous avez bien entendu. Certains examens que votre médecin vous recommande peuvent être bien plus dangereux que bénéfiques après 70 ans, et personne ne vous le dit clairement. Des milliers de personnes subissent chaque année des procédures invasives, stressantes et coûteuses qui n'apportent aucun bénéfice réel à leur santé, car votre corps n'est plus le même qu'à 50 ans. Votre métabolisme a changé, votre espérance de vie s'est ajustée, et certains examens deviennent alors inutiles, voire dangereux. Si vous continuez à les faire sans réfléchir, vous risquez des complications graves, du stress inutile et une qualité de vie dégradée. Dans quelques instants, je vais vous révéler exactement quels sont ces 5 examens que je refuse catégoriquement de faire après 70 ans, et surtout pourquoi. Je suis le docteur Jean Dupont, spécialiste en santé des personnes âgées avec plus de 30 ans d'expérience clinique. J'ai accompagné des milliers de patients au fil des décennies, et je peux vous affirmer une chose avec certitude, après 70 ans, la médecine préventive doit être repensée complètement. Ce qui était utile à 50 ans peut devenir un piège à 75 ans. Aujourd'hui, je vais partager avec vous des vérités que peu de médecins osent dire ouvertement, car elles vont à l'encontre des protocoles standards. Si cette vidéo vous semble utile dès maintenant, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton «J'aime» juste en dessous. Cela m'aide énormément à continuer à partager ce type de contenu avec vous. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Monsieur Henri, un homme de 74 ans de Bordeaux. Henri était en excellente santé, marchait tous les jours, jouait aux cartes avec ses amis, profitait de ses petits-enfants. Lors de son contrôle annuel, son médecin lui a recommandé une coloscopie de routine. Henri n'avait aucun symptôme, aucun antécédent familial de cancer colorectal, rien. Mais il a accepté, par prudence. Pendant l'examen, une perforation intestinale s'est produite, une complication rare mais possible. Henri s'est retrouvé en urgence chirurgicale, puis en réanimation pendant une semaine. Il a développé une infection nosocomiale, a perdu 15 kilos, et sa qualité de vie n'a plus jamais été la même. Tout cela pour un examen de dépistage qu'il n'avait pas vraiment besoin de faire à son âge. Derrière cette histoire tragique se cache une vérité que l'industrie médicale préfère souvent taire. Tous les examens ont des risques, et ces risques augmentent avec l'âge. Alors, que se passe-t-il exactement lorsque nous continuons à appliquer les mêmes protocoles de dépistage à des personnes de 70, 75 ou 80 ans qu'à des personnes de 40 ou 50 ans? Les médecins expliquent que le rapport bénéfice-risque change radicalement. Un examen qui sauve des vies à 50 ans peut causer plus de tort que de bien à 75 ans, car votre corps est plus fragile, votre système immunitaire moins réactif et votre capacité de récupération diminuée. Maintenant, nous passons à une partie encore plus importante. Je vais vous révéler le premier examen que je refuse catégoriquement de faire après 70 ans, et pourquoi cette décision est fondée sur la science et l'expérience clinique. Premier examen, la coloscopie de dépistage systématique. Après 70 ans, si vous n'avez aucun symptôme digestif, aucun saignement rectal, aucun changement dans vos habitudes intestinales et aucun antécédent familial fort de cancer colorectal, la coloscopie de routine devient une procédure à risque inutile. Les recherches indiquent que le cancer colorectal met généralement entre 10 et 15 ans pour se développer à partir d'un polype. Si vous avez 75 ans et qu'on découvre un petit polype, il faudrait attendre vos 85 ou 90 ans pour qu'il devienne cancéreux. Entre-temps, vous aurez probablement d'autres problèmes de santé bien plus urgents à gérer. Mais ce n'est pas tout. La préparation intestinale pour une coloscopie est particulièrement dangereuse pour les personnes âgées. Elle provoque une déshydratation sévère, un déséquilibre électrolytique qui peut entraîner des troubles du rythme cardiaque, des chutes, des vertiges. Dans ma pratique clinique, j'ai vu des patients de plus de 70 ans hospitalisés en urgence simplement à cause de la préparation, avant même l'examen lui-même. Ajoutez à cela le risque de perforation intestinale, d'hémorragie, de complications anesthésiques, et vous comprenez pourquoi je refuse systématiquement cet examen sans symptômes clairs. Les spécialistes s'accordent à dire qu'après 75 ans, sauf situation très particulière, la coloscopie de dépistage n'apporte plus de bénéfices mesurables en termes d'espérance de vie. Vous risquez bien plus que vous ne gagnez. Si vous avez des symptômes, c'est différent. Mais un dépistage de routine? Non merci. Que se passera-t-il si vous ignorez cela? Vous continuerez peut-être à subir des examens invasifs qui mettent donc votre santé en danger sans raison valable. Ne vous relâchez pas encore, car le deuxième examen sur ma liste est tout aussi controversé. Deuxième examen, le dépistage systématique du cancer de la prostate par PSA. Messieurs, écoutez-moi bien.
Si vous avez plus de 70 ans et qu'on vous propose un dosage PSA de routine sans aucun symptôme urinaire, sans difficulté à uriner, sans douleur, réfléchissez-y à deux fois. Selon les dernières études internationales, le dépistage systématique du PSA chez les hommes de plus de 70 ans cause plus de tort que de bien dans la grande majorité des cas. Pourquoi ? Parce que la plupart des cancers de la prostate évoluent extrêmement lentement. Un homme de 75 ans avec un petit cancer de la prostate localisé a bien plus de chances de mourir d'autre chose que de son cancer de prostate. Mais voici le problème. Dès qu'on détecte une élévation du PSA, on entre dans une spirale d'examens complémentaires. Biopsies de la prostate, qui sont douloureuses et comportent un risque d'infection grave pouvant mener à une septicémie. IRM, scanners, consultations spécialisées. Puis vient la discussion sur le traitement, chirurgie, radiothérapie, hormonothérapie. Chacune de ces options comporte des effets secondaires majeurs. Incontinence urinaire, impuissance, troubles digestifs, fatigue chronique. L'Académie de médecine française a publié des recommandations claires. Après 70 ans, le dépistage systématique du PSA n'est plus recommandé chez les hommes sans symptômes. Un monsieur de 76 ans de Lyon m'a raconté son histoire récemment. Son médecin avait détecté un PSA légèrement élevé lors d'un bilan de routine. Résultat, 6 mois d'angoisse, 3 biopsies, une intervention chirurgicale, et aujourd'hui il porte des protections urinaires tous les jours. Son cancer était si peu agressif qu'il aurait pu vivre 20 ans sans jamais en ressentir le moindre symptôme. Mais maintenant, sa qualité de vie est ruinée. Mes patients me rapportent souvent la même chose. Ils regrettent d'en avoir fait ce dépistage. Ils auraient en préféré vivre leurs dernières années avec dignité, sans être transformés en patients chroniques à cause d'un cancer qui ne les aurait jamais dérangés. Ce n'est que le début de cette liste, car le troisième examen est encore plus surprenant. Troisième examen, le dépistage systématique du cancer du sein par mammographie après 75 ans. Mesdames, cette information peut vous choquer, mais elle est fondée sur des données scientifiques solides. Après 75 ans, si vous n'avez pas d'antécédents familiaux forts de cancer du sein, si vous ne sentez pas de masse suspecte à la palpation, si vous n'avez aucun symptôme, la mammographie de routine devient discutable. Les recherches indiquent que le bénéfice du dépistage diminue considérablement avec l'âge, tandis que les risques de surdiagnostic et de surtraitement augmentent. Qu'est-ce que le surdiagnostic ? C'est la détection de cancers qui n'auraient jamais causé de symptômes ni menacé votre vie. Ces cancers à croissance très lente, que l'on appelle parfois des pseudo-cancers, sont très fréquents chez les femmes âgées. Si on les cherche, on les trouve. Mais fallait-il vraiment les chercher ? Une fois détectés, vous entrez dans le système médical. Biopsie, chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie parfois. Tout cela avec des effets secondaires importants sur un organisme déjà fragile. La science a déjà prouvé que chez les femmes de plus de 75 ans sans facteur de risque particulier, le dépistage systématique détecte effectivement plus de cancers, mais ne réduit pas la mortalité globale. Autrement dit, vous vivrez aussi longtemps, sinon plus longtemps, si vous ne faites pas ces mammographies de routine. Par contre, vous vivrez mieux, sans l'angoisse, sans les traitements inutiles, sans les complications. Une dame de 78 ans de Marseille m'a confié récemment qu'elle avait arrêté les mammographies il y a 3 ans, après discussion avec son médecin. Elle se sent libérée. Elle continue de surveiller ses seins par autopalpation. Elle reste attentive à son corps, mais elle refuse de se soumettre à des examens qui créent plus d'anxiété que de sécurité. Et elle a raison. Maintenant, nous passons à une partie encore plus controversée. Avez-vous commis l'erreur de faire ces examens sans vous en rendre compte ? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Vos témoignages peuvent aider d'autres personnes à prendre des décisions éclairées. Quatrième examen, les scanners et IRM de dépistage sans indication clinique précise. Vous seriez surpris de savoir combien de personnes âgées subissent des examens d'imagerie complexes sans raison médicale valable. Un médecin anxieux, un patient inquiet, et hop, on prescrit un scanner cérébral, un IRM lombaire, un scanner thoracique juste pour vérifier. Le problème, c'est que ces examens détectent toujours quelque chose. Des anomalies bénignes, des incidentalomes, des micro-lésions sans signification clinique. Et ensuite, on fait d'autres examens pour surveiller ces trouvailles accidentelles. On crée de l'anxiété. On expose le patient à des radiations inutiles, dans le cas des scanners. Les médecins expliquent que le corps humain vieillit naturellement et qu'à 70 ou 80 ans, il est parfaitement normal d'avoir de l'arthrose, des petites calcifications, des variations anatomiques. Mais quand on les voit sur une image médicale, elles semblent soudainement inquiétantes. On commence à traiter des images, pas des patients.
C'est une dérive dangereuse. Un monsieur de 81 ans de Nice est venu me voir il y a quelques mois, complètement paniqué. Son médecin lui avait fait faire un scanner cérébral de contrôle par précaution, car il avait eu un léger vertige 3 semaines plus tôt. Le scanner avait montré de petites hypodensités de la substance blanche typique du vieillissement normal, mais le radiologue avait écrit à surveiller. Résultat, ce monsieur était convaincu qu'il développait une démence, il ne dormait plus, son moral était au plus bas. En réalité, son cerveau était parfaitement normal pour son âge, mais l'image médicale avait créé une maladie imaginaire. Selon certains experts, jusqu'à 40% des examens d'imagerie chez les personnes âgées sont inutiles et génèrent plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. Mon conseil, ne faites jamais un scanner ou une IRM juste pour vérifier si vous n'avez pas de symptômes précis et préoccupants. Et nous arrivons maintenant au cinquième et dernier examen. Cinquième examen, les électrocardiogrammes et tests d'effort systématiques chez les personnes asymptomatiques. Si vous avez plus de 70 ans, que votre cœur bat normalement, que vous n'avez pas de douleur thoracique, pas d'essoufflement anormal, pas de palpitations, faut-il vraiment faire un électrocardiogramme de contrôle tous les ans? Faut-il faire un test d'effort sur tapis roulant? La réponse est souvent non. Ces examens peuvent détecter des anomalies électriques mineures qui n'ont aucune conséquence clinique, mais qui vont déclencher une cascade d'investigations complémentaires. Les spécialistes en cardiologie gériatrique s'accordent à dire qu'un ECG de routine chez une personne âgée sans symptômes ne change généralement pas la prise en charge. Si vous prenez déjà des médicaments pour l'hypertension ou pour le cœur, un ECG annuel peut se justifier. Mais si vous êtes en forme, que vous marchez sans problème, que vous montez les escaliers normalement, à quoi bon chercher des anomalies qui ne vous dérangent pas? Le test d'effort, quant à lui, peut être carrément dangereux après 75 ans. Il soumet votre cœur à un stress important, ce qui peut déclencher des arythmies, voire un infarctus chez des personnes fragiles. Et pour quel bénéfice? Détecter une maladie coronarienne silencieuse que vous allez ensuite devoir traiter avec des médicaments ou des interventions invasives. Dans ma pratique clinique, j'ai vu des patients de plus de 70 ans développer des complications graves suite à un test d'effort prescrit par précaution. Il paraît que la médecine préventive est toujours bénéfique, mais c'est faux. La prévention a un âge limite. Après un certain âge, il faut passer d'une médecine de dépistage à une médecine d'écoute et de confort. Votre corps vous parle, écoutez-le. S'il y a un symptôme, consultez. Mais ne cherchez pas des maladies qui dorment tranquillement. En réalité, il y a un facteur important caché ici. L'industrie médicale gagne beaucoup d'argent avec ces examens de routine. Les laboratoires, les cliniques, les fabricants d'équipements médicaux ont tout intérêt à ce que vous continuiez à faire ces tests régulièrement. Mais votre intérêt à vous, c'est de vivre en paix, avec qualité, sans angoisse médicale permanente. Peut-être êtes-vous déjà concerné par ce problème? Peut-être votre médecin vous propose-t-il régulièrement des examens dont vous n'avez pas vraiment besoin. Comment savoir si un examen est nécessaire ou non? Posez-lui 3 questions simples. Cet examen va-t-il changer ma prise en charge? Quels sont les risques de cet examen? Que se passera-t-il si je ne le fais pas? Si les réponses ne sont pas claires et convaincantes, vous avez le droit de refuser. Alors que se passe-t-il exactement lorsque vous commencez à dire non aux examens inutiles? Vous reprenez le contrôle de votre santé. Vous réduisez le stress médical. Vous évitez des complications iatrogènes, c'est-à-dire des maladies causées par les soins eux-mêmes. Vous vivez mieux, plus sereinement, en vous concentrant sur ce qui compte vraiment, votre bien-être quotidien, votre qualité de vie, vos relations, vos plaisirs. De tels cas sont de plus en plus fréquents car les médecins sont formés pour dépister, pour chercher, pour investiguer, mais ils ne sont pas toujours formés pour savoir s'arrêter. Le courage médical, c'est parfois de dire « Non, cet examen n'est pas nécessaire pour vous ». Et le courage du patient, c'est de l'accepter et de faire confiance à son propre ressenti. Derrière ces événements se trouve une philosophie médicale différente. Après 70 ans, votre objectif n'est plus de vivre le plus longtemps possible à tout prix. Votre objectif est de vivre le mieux possible, avec dignité, autonomie et sérénité. Chaque examen médical doit servir cet objectif, pas le saboter. Maintenant, permettez-moi de partager avec vous un remède traditionnel français que nos grands-mères utilisaient pour maintenir une bonne santé générale après 70 ans. C'est ce que j'appelle la recette traditionnelle française du bien vieillir. Cette recette ne remplace évidemment pas un suivi médical intelligent, mais elle aide à renforcer votre organisme naturellement. Voici ce dont vous avez besoin. Une cuillère à soupe de miel de lavande de Provence, le jus d'un demi-citron frais, une pincée de cannelle en poudre et une tasse d'eau tiède, environ 200 ml.
Mélangez tous ces ingrédients dans l'eau tiède chaque matin à jeun. Buvez cette préparation lentement en prenant votre temps. Le miel apporte des antioxydants naturels, le citron stimule votre système immunitaire et facilite la digestion. La cannelle aide à réguler la glycémie. Cette boisson simple, consommée régulièrement, contribue à maintenir votre vitalité sans effet secondaire. Nos ancêtres connaissaient la valeur de ces remèdes simples. Ils ne couraient pas après les examens médicaux à tout prix. Ils écoutaient point leur corps, respectaient les cycles naturels, prenaient en soin d'eux avec bon sens. C'est cette sagesse que nous devons retrouver aujourd'hui. Si vous appréciez le contenu de cette chaîne et souhaitez aller plus loin, je vous invite à devenir membre. En tant que membre, vous aurez accès à des vidéos exclusives, des conseils personnalisés et vous pourrez poser vos questions directement. Vous soutiendrez également ce travail d'information indépendante qui cherche à vous donner des outils pour mieux gérer votre santé. Cliquez sur le bouton « Adhérer » juste en dessous de cette vidéo pour découvrir tous les avantages. Revenons maintenant à nos 5 examens. Vous vous demandez peut-être « Mais docteur Dupont, si je ne fais plus ces examens, comment vais-je savoir si quelque chose ne va pas ?» La réponse est simple. Écoutez votre corps. Votre organisme est une machine extraordinaire qui vous envoie des signaux quand quelque chose ne fonctionne pas correctement. Une douleur persistante, une fatigue inhabituelle, un changement dans vos habitudes, voilà les vrais indicateurs. Les examens doivent répondre à une question clinique précise, pas chercher des problèmes imaginaires. Je vais vous donner un exemple concret. Madame Francine, 77 ans, habitante de Toulouse, venait me voir chaque année pour son bilan de santé complet. Elle voulait tout faire, mammographie, coloscopie, scanner divers, prise de sang interminable. Elle passait 3 mois par an à faire des examens et à attendre des résultats, dans l'angoisse permanente. Un jour, je lui ai demandé « Madame Francine, êtes-vous heureuse ?» Elle m'a regardé, surprise, et m'a répondu « Non, docteur, je vis dans la peur constante de la maladie. » Nous avons alors eu une longue discussion et elle a décidé de changer d'approche. Elle a arrêté les examens de routine sans indication. Elle a commencé à faire du yoga, à marcher en nature, à voir ses petits-enfants plus souvent. 3 ans plus tard, elle rayonne. Elle n'a jamais été aussi heureuse et en bonne santé. Ce changement de perspective est crucial. La santé, ce n'est pas l'absence de maladie détectée par des machines. La santé, c'est votre capacité à vivre pleinement, à profiter de chaque jour, à maintenir vos liens sociaux, à rester actif physiquement et mentalement. Les examens médicaux doivent servir cette santé globale, pas la détruire. Les dernières études européennes montrent que les personnes âgées qui font le moins d'examens de dépistage systématiques, mais qui maintiennent un mode de vie sain, ont une meilleure qualité de vie et une espérance de vie équivalente, voire supérieure, à celles qui se soumettent à tous les protocoles de dépistage. Pourquoi ? Parce qu'elles évitent le stress médical chronique, les complications iatrogènes, les surtraitements. Elles vivent leur vie au lieu de la passer dans les salles d'attente. Cela ne signifie pas d'abandonner tout suivi médical. Au contraire, il faut un médecin de confiance, quelqu'un qui vous connaît, qui comprend votre histoire, vos priorités, vos valeurs, un médecin qui accepte de discuter avec vous du bien fondé de chaque examen proposé. Un médecin qui sait dire « Non, pour vous, à votre âge, cet examen n'est pas utile ». Malheureusement, ces médecins deviennent rares, car le système les pousse à prescrire, à investiguer, à couvrir tous les risques juridiques. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » si cette vidéo vous apporte de la valeur. Cela m'encourage à continuer ce travail d'information. Parlons maintenant d'un aspect rarement évoqué, l'impact psychologique des examens médicaux chez les personnes âgées. Chaque examen génère de l'anxiété, l'attente des résultats, la peur d'une mauvaise nouvelle, l'angoisse de devoir subir des traitements lourds. Cette anxiété chronique affecte votre système immunitaire, votre sommeil, votre appétit, votre morale. Elle peut même accélérer le vieillissement et favoriser l'apparition de véritables maladies. C'est un cercle vicieux. On fait des examens pour se rassurer, mais ces examens créent plus d'angoisse qu'ils n'apportent de sécurité. Un patient de 79 ans de Strasbourg m'a dit un jour « Docteur, avant je vivais. Maintenant je survis d'un examen à l'autre. » Cette phrase m'a profondément marqué. Elle résume parfaitement la dérive de notre système médical. Nous avons transformé le vieillissement naturel en une maladie à surveiller constamment. Nous avons médicalisé la vie. Alors, comment faire autrement ? Voici mes recommandations pratiques. Après 70 ans, concentrez-vous sur 3 piliers fondamentaux. L'alimentation équilibrée de type méditerranéen, l'activité physique régulière adaptée à vos capacités et le maintien de liens sociaux forts. Ces 3 éléments ont un impact bien plus important sur votre santé et votre longévité que n'importe quel examen de dépistage. Mangez des légumes frais,
Des fruits, des poissons gras, de l'huile d'olive. Marchez chaque jour, même 15 minutes. Voyez vos amis, votre famille, participez à des activités communautaires. Voilà la vraie prévention. Ensuite, restez attentif aux signaux de votre corps. Si quelque chose change, si vous ressentez une douleur nouvelle, une fatigue inhabituelle, consultez. Mais ne cherchez pas des problèmes qui n'existent pas. Faites confiance à votre ressenti. Vous connaissez votre corps mieux que n'importe quelle machine. Enfin, choisissez bien votre médecin. Cherchez quelqu'un qui prend le temps de vous écouter, qui respecte vos choix, qui comprend que la qualité de vie prime sur la quantité. Un médecin qui n'a pas peur de dire « Pour vous, cet examen n'est pas nécessaire ». Ces médecins existent, même s'ils sont rares. Ils pratiquent d'où ce qu'on appelle une médecine centrée sur la personne, pas sur les protocoles standardisés. Je veux aussi aborder un sujet délicat, la pression sociale et familiale. Vos enfants, vos proches peuvent vous pousser à faire tous les examens possibles, par amour, par peur de vous perdre. Ils veulent que vous fassiez tout ce qu'il faut pour rester en bonne santé. Mais ils ne comprennent pas toujours que tout faire peut justement nuire à votre santé. Il faut parfois leur expliquer calmement votre choix, leur montrer que refuser certains examens n'est pas de la négligence, mais au contraire une décision réfléchie et responsable. Vous avez le droit de choisir comment vous voulez vieillir. Dans ma carrière, j'ai accompagné des centaines de personnes âgées vers une fin de vie digne. Savez-vous ce qu'elles regrettaient le plus ? Pas d'avoir refusé tel ou tel examen médical, mais d'avoir passé trop de temps à s'inquiéter de leur santé au lieu de profiter de la vie, d'avoir laissé la médecine envahir leurs dernières années, d'avoir perdu leur autonomie et leur joie de vivre dans une course effrénée après la sécurité médicale illusoire. La véritable sagesse du vieillissement, c'est d'accepter que nous sommes mortels, que notre corps s'use naturellement, que chercher à tout contrôler, tout dépister, tout surveiller est une bataille perdue d'avance. Mieux vaut investir notre énergie dans ce qui rend la vie belle. Les relations, les plaisirs simples, la nature, la culture, la spiritualité si vous y croyez. Je ne dis pas qu'il faut abandonner toute prudence médicale. Je dis qu'il faut être intelligent et sélectif. Un diabète doit être surveillé. Une hypertension doit être traitée. Une douleur articulaire peut nécessiter des soins. Mais les examens de dépistage systématiques sans symptômes ni facteurs de risque précis sont souvent inutiles et potentiellement dangereux après 70 ans. Permettez-moi de vous poser une question importante. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous ? Vivre jusqu'à 95 ans après avoir subi 15 interventions médicales, perdu votre autonomie et passé vos dernières années dans la dépendance ? Ou vivre jusqu'à 85 ans en pleine forme, autonome, joyeux, entouré de ceux que vous aimez ? Pour la plupart des gens, la réponse est évidente. Mais notre système médical est structuré autour de la première option, pas de la seconde. Les médecins ont peur des procès. Si un patient développe un cancer qu'un dépistage aurait pu détecter plus tôt, même si ce dépistage n'était pas recommandé à son âge, le médecin peut être poursuivi. Alors ils prescrivent par précaution juridique, pas par bénéfice médical. C'est une réalité du système qu'il faut comprendre. Mais vous, en tant que patient, vous n'êtes pas obligé de suivre aveuglément. Vous avez le droit de dire non. Et si vous dites non, documentez ce choix. Écrivez-le, signez-le, conservez-le dans votre dossier médical. Expliquez à votre médecin que c'est une décision informée et réfléchie. Cela le protège légalement et vous protège contre les pressions futures. Voilà mes amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Nous avons passé en revue les 5 examens médicaux que je refuse personnellement de faire après 70 ans sans indication précise. La coloscopie de dépistage systématique, le dosage PSA de routine, la mammographie après 75 ans sans facteur de risque, les scanners et IRM sans indication clinique, et les électrocardiogrammes ou tests d'effort chez les asymptomatiques. Chacun de ces examens comporte plus de risques que de bénéfices dans le contexte d'un vieillissement normal et sain. Rappelez-vous, votre santé vous appartient. Vous êtes maître de vos choix. Un médecin propose, mais c'est vous qui disposez. N'ayez pas peur de poser des questions, de demander des explications, de refuser ce qui ne vous semble pas justifié. Vivez pleinement, écoutez votre corps, entourez-vous de bienveillance et laissez la médecine rester à sa juste place, un outil au service de votre bien-être, pas un maître qui dicte votre vie. Si vous avez aimé cette vidéo, je suis certain que vous aimerez également celle qui apparaît maintenant sur votre écran. Je l'ai préparée spécialement pour les abonnés de cette chaîne. Elle complète parfaitement les informations que nous venons de partager ensemble. Prenez soin de vous et surtout, vivez heureux.